Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Le Siège. Cette émission qui s'est donnée pour mission et objectif de vous faire découvrir le travail de vos élus nationaux ainsi que les élus provinciaux. Au travers de cette émission, il s'agit aussi de donner la parole à tous les acteurs sociopolitiques, les activistes des droits humains qui vont décrypter avec nous l'actualité politique mais également parlementaire en République démocratique du Congo. La diplomatie, cette partie de la politique qui concerne les relations entre les États, la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, l'administration des affaires internationales, la direction et l'exécution des négociations entre les pays, ne semble pas intéresser de plus près la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et pourtant, la diplomatie est également au service du développement de la RDC et de la paix. Elle est là aussi pour redorer l'image d'un pays et briser l'isolement diplomatique. C'est de ça qu'il s'agit au travers de cette émission. Nous avons parlé de la diplomatie et de l'implication de la jeunesse dans ce secteur. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège, il s'agit d'échanger sur l'implication de la jeunesse dans la diplomatie congolaise. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à cet autre côté de la politique? Nous recevons dans ce plateau M. Smith Etumba, qui est coordonnateur du dialogue intergénérationnel et défenseur de la charte africaine de la jeunesse de l'Union africaine en RDC. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ce sujet. Je vous prie de suivre. Je me présente comme Smith Etumba Kashinde. Je suis l'actuel défenseur de la Charte africaine de la jeunesse pour le compte de l'Union africaine en RDC. Et je suis en train également de coordonner les dialogues intergénérationnels, qui est une initiative de l'approche intergénérationnelle, de coopération intergénérationnelle entre les jeunes et le vieux, comme on peut appeler les décideurs et les aînés. Donc, pour en fait privilégier l'inclusion de la jeunesse à l'espace décisionnel. C'est ça un peu ce que je fais, parce que c'est aussi une des initiatives issues de l'Union africaine. Jeune activiste, c'était dans le passé. Actuellement, je reste bien sûr activiste, mais je m'oriente beaucoup plus dans la diplomatie. Et je pense que je vais partir par le passé pour finir par ce que je suis présentement. Smith Etumba, peut-être que vous le voyez devant vous, il fut premièrement le président du Parlement d'enfants à un territoire de Walikale. J'ai dirigé la structure des enfants pour un mandat de 3 ans, mais j'en ai fait que 2. Et après, je suis parti et rentré à Goma pour étudier, pour continuer, poursuivre mes études, parce que j'étudiais bien sûr aussi à Walikale. Et à Goma, j'ai commencé encore une étape d'études, mais j'étais directement affecté au bureau provincial du Parlement d'enfants en tant que conseiller à la participation des enfants. Après cela, j'ai géré la protection de l'enfant. Et j'ai fait quelques intérims comme vice-président provincial en charge de la participation et de protection de l'enfant à la fois au niveau du Parlement d'enfants du Nord Kivu. Après la fin de notre mandat, je suis parti pour devenir co-responsable d'une structure qu'on appelait Vision humanitaire pour le développement. Et j'ai été aussi j'étais parmi les membres et dirigeants des groupes reporters, de jeunes reporters des enfants encadrés par l'UNICEF à l'époque. Et j'ai été, après cela, j'ai géré aussi la coordination de ELCOS, Ensemble luttons contre le sida. C'est une ONG chère à Mme Odiane Lokako. J'ai été après aussi coordinateur de plusieurs projets mis en place par Cordaid et ses partenaires, notamment ELCOS, comme je l'ai dit tantôt. J'étais après, je gérais aussi un grand mouvement citoyen qui travaillait en partenariat avec la Lucha et Filimbi
et les autres structures citoyennes de jeunes qui s'appellent, parce que la structure continue, et elle s'appelle Nasema Sasa. Également, après ma responsabilité à cela, je suis parti, j'ai intégré la gestion des représentations de la jeunesse pour la santé sexuelle et reproductive au sein de Corded, avec le projet Jeunesse 3, où j'étais le président des ambassadeurs de jeunes en cette matière, l'activisme sur la santé sexuelle et reproductive de la jeunesse. Je suis parti de là. Après, j'ai travaillé aussi formellement avec Corded et Trigger Eyes. Et par la suite, je suis parti avoir la fonction des défenseurs de la Charte africaine de la jeunesse que j'exerce maintenant. Comme je l'ai dit aussi tantôt, je suis le responsable du dialogue intergénérationnel pour la RDC. Merci. Actuellement, non, parce que je dis non positivement. Je dirais que la jeunesse est vraiment engagée. La jeunesse est vraiment engagée. Ce n'était pas le cas avant, mais ce qu'on savait avant de l'engagement citoyen de la jeunesse, quand il s'agissait des manifestations déclenchées par les étudiants, qui c'était cette couche de la jeunesse, celle qui représentait cet engagement et qui démontrait un peu de manière concrète comment ils pourront se démarquer et mettre la pression sur le décideur, tout ça, ce qui concerne l'engagement citoyen. L'engagement citoyen ne signifie pas seulement demander ses droits, mais il est aussi question d'exécuter ses devoirs. Donc, mais actuellement, souvent, ça allait dans le sens de réclamer les droits, il n'allait pas dans le sens d'exécuter ses devoirs. L'engagement dont on observe aujourd'hui, nous observons quand même une sorte de la jeunesse qui s'engage et à réclamer les droits et également à la fois, bien que encore petit, à exécuter un peu de leurs devoirs aussi. Et il y a des structures de jeunes qui sont vraiment claires à cela. Et il y a même la naissance et la recrudescence même des associations de jeunes sur plusieurs questions de la citoyenneté, de l'environnement, de l'économie. Tout ça converge quand même à manifester combien de fois les jeunes sont engagés à des questions citoyennes. Et on amène aussi une sorte d'engagement citoyen qui sont partis des mouvements citoyens. Pour le cas de grands mouvements citoyens en Afrique, nous voyons le Yanamar, le ballet citoyen, ça c'est au niveau continental. Mais particulièrement, nous avons notre symbole de l'engagement citoyen de jeunes, c'est la lucha Filimbi, Nasema Sasa et Koki, et la lucha qui en est quand même une de grandes figures qui est partie, qui prouve combien de fois les jeunes s'engagent à suivre, à surveiller, à contrôler tout ce qui a lien à la vie d'une nation, sur l'économie, la santé, la politique, l'environnement. On voit quand même les jeunes toujours être les garants et les gardiens de ces temples dans plusieurs domaines. Et ils ne sont pas seulement les demandeurs, ils sont aussi à la fois certains exécutants à initier certaines activités pour conscientiser la communauté. Donc il y a quand même un fort engagement de la jeunesse sur le plan citoyen dans notre pays. Je ne dirais pas que les mouvements sont essentiellement les mouvements naissent essentiellement à la veille des élections. Parce que si je prends l'exemple de la lucha, c'est un mouvement qui est né, pas seulement aussi pour des questions électorales. C'est un mouvement qui est né d'un ras-le-bol social. C'est un mouvement qui est né en 2012. C'était justement après les élections de 2011. Donc celui-là n'est pas né en veille. Il est parti sur des questions d'eau, la problématique d'eau qui s'est prévalée à Goma. Goma, dans le temps, c'est actuellement que la ville de Goma est
et quand même où la population peut facilement trouver de l'eau à son robinet. Mais dans le temps, Goma avait vraiment des difficultés d'eau. Et on pouvait observer pendant la journée des gens des couleurs jaunes qui pilulent le long de routes ou des rues de Goma parce que les gens faisaient chaque fois des mouvements vers le lac pour puiser de l'eau. Et on avait des robinets, les gens avaient des robinets dans leurs parcelles. Je dis on avait parce que je suis aussi un jeune de Goma, du Nord Kivu. On avait des robinets dans nos parcelles mais qui ne coulaient pas de l'eau. Et suite à cette observation aussi déplorable, la lucha est née, un mouvement juste spontané, des jeunes qui réclament de l'eau. Après, c'est parti d'une forte mobilisation pour réclamer l'amélioration des conditions sociales pour ceux qui est au moins de besoins primaires qui part de la nécessité d'avoir de l'eau potable dans nos robinets. Et après, peut-être Filimbi qui est venu vers 2015, la CMASA c'est venu vers 2016 et les autres sont venus et beaucoup plus. La lucha, après, il s'est mis à suivre les processus électoraux, à réclamer encore un peu plus. Et c'est pour cela, la tendance était arrivée que nous sommes partis, nous sommes nés à des situations électorales parce qu'on s'était dit à la fin peut-être que tout ne marche pas parce qu'il y a une sorte de régime qui est là, qui n'arrive plus bien à faire des choses, qui s'est essoufflé. Il faut alors trouver des solutions politiques rapidement pour remplacer les régimes par un nouveau régime. On pourrait espérer à des changements, à des améliorations de plusieurs conditions de vie sur tous les secteurs, notamment économiques, sécuritaires, politiques et consorts. C'est pour cela les mouvements ont eu cette tendance à vouloir beaucoup s'intéresser plus à la politique et les gens croient qu'ils sont nés au veille des élections. Les jeunes s'intéressent à la politique et à la diplomatie, c'est bon, c'est bon. La politique, au départ, tout le monde pensait que le meilleur moyen plutôt pour faire passer son message, il fallait être un politicien. Et d'un côté, les autres pensaient aussi que la politique, c'était aussi un moyen facile pour se faire plein de poches. Mais nous, je vous ai dit, j'ai beaucoup plus actuellement des orientations vers la diplomatie parce que c'est aussi une bonne voie pour faire passer les messages. Et les jeunes qui comprennent quand même les enjeux parce que la diplomatie, c'est aussi un secteur très complexe qui a des principes, qui a des méthodes qu'il faut suivre, qui ne va pas, bien que les deux concepts politique et diplomatie marchent ensemble, mais la politique a ses méthodes propres, la diplomatie plutôt a ses méthodes propres à elle, qui demandent un peu de la douceur, des contrôles de langage, qui a un peu de tout dedans. La politique, bien sûr, il y a de l'intelligence, des tactiques qui demandent beaucoup plus d'écrits en public, de populisme, tout ça. Mais je dirais la diplomatie, c'est une politique douce, mais c'est la politique aussi. Ils s'intéressent à ça, c'est bon déjà, et c'est notre voie pour la jeunesse. C'est nous qui sommes là en train de mettre en place des initiatives de la diplomatie de la jeunesse pour que les jeunes comprennent qu'au-delà de la politique, il y a aussi notre carrière, c'est la diplomatie. C'est dans la diplomatie, on peut faire passer ses lobbies, ses plaidoyers, et la voix peut être aussi comprise plus forte et aller même plus forte que si on pouvait se restreindre à une tendance politique. À des termes simples de mon expérience, moi je vous dirais d'abord que la diplomatie est axée sur la négociation. C'est la négociation. Parce que celui qui s'appelle diplomate, plus grand ou petit diplomate, sa profession ne tourne qu'autour des négociations. Et à partant de la définition de la diplomatie, on vous dit que la diplomatie, c'est l'action de mettre en œuvre la politique de son État vers un État étranger. Donc c'est la mise en place, la mise en œuvre de la politique étrangère d'un État. Donc tous ceux qui sont en politique, ils essaient de vendre
la vision, la mission, la politique de la RDC, pas à l'intérieur de la RDC, mais à l'extérieur. C'est ça la diplomatie. Et effectivement, le but de la diplomatie, c'est de cette pratique-là qu'il faut mettre en place pour vanter et conscientiser le monde sur ce qui est des enjeux de chez nous. Moi, aussi à des termes, simplement, je voulais aussi présenter la diplomatie avec ces 3 principes. De l'expérience que j'ai, la diplomatie résume sur 3 principes. Il y a d'abord le principe de l'incarnation de coopération. Il faut, dans la diplomatie, incarner la coopération. Ça veut dire que considérer son interlocuteur comme un partenaire. Il faut travailler avec lui et comprendre tout ce qu'il veut et où est-ce qu'il voulait arriver. Il faut avoir des termes simples. Un diplomate ne peut pas tourner autour du pont. Il doit être à la place de la plante. Ça veut dire qu'il faut qu'il dise clairement ce qu'il veut, qu'il soit objectif et qu'il présente ses besoins à l'interlocuteur. Donc, et c'est ça, incarner d'abord la coopération. Il y a ce que moi j'appelle, en principe de diplomatie aussi, on appelle se préparer en l'empathie. Ça veut dire que quand vous êtes un diplomate, vous ne pouvez pas être à partir sur d'autres approches. Bon, on remarque actuellement des approches telles que la diplomatie de speech, de pitch, négociation, des soft skills. Les soft skills, ce sont des approches beaucoup plus utilisées par des personnalités comme Donald Trump, Poutine, Erdogan. Ce sont des gens qui ont des lignes diplomatiques, politiques, qui vont directement à des négociations avec à prendre ou à laisser. Ça veut dire que je vais là-bas, je présente ceci. S'ils prennent, je prends. S'ils ne prennent pas, je m'en fous, moi je rentre, je fais ce que je pense. Non, mais en diplomatie, ce n'est pas comme ça. Incarner, se préparer à l'empathie, ça veut dire qu'il faut aller en négociation en sachant que l'autre, votre interlocuteur, a aussi des besoins, a aussi quelque chose à vouloir suturer de vous. Et ne pas aller à des principes où vous voulez toujours dominer, prendre par force et ne rien penser que l'autre pouvait aussi prendre de vous. Ça doit aller dans le gagnant-gagnant. Ça veut dire que vous allez, il faut comprendre d'abord le langage de ton interlocuteur, il faut préparer ton vouloir, il faut aussi, au-delà de ça, savoir qu'est-ce qu'il veut aussi obtenir de vous. Et c'est le gagnant-gagnant à ce niveau. C'est ça qu'il faut, il faut avoir de l'empathie, c'est mettre aussi à la place de l'autre. De la même façon, vous voulez obtenir quelque chose de lui, et c'est de la même façon, cet État, si ce sont entre les États, ils voudront aussi avoir quelque chose de vous. Et à la fin, c'est la préservation des relations. Dans la diplomatie, il faut toujours aller et ce que vous voulez gagner, il faut le gagner de bons sens. Et parce que vous pouvez aller à une négociation, vous forcez, vous gagnez quelque chose, vous pensez que vous l'avez dominé. Il peut dire oui, c'est bien, vous gagnez, mais il faut considérer que tout part de là. Parce que quand vous pensez qu'il gagne, l'interlocuteur rentre aussi pour chercher comment il va gagner ce qu'il va gagner. Donc ça commence par là. Et à vous de ne pas vous vanter, de ne pas voir un peu plus grand que l'autre. Donc gagner, ce sont des gagnants-gagnants. Et je l'ai dit tantôt, c'est respectueux. Donc il faut préserver la relation en obtenant ce que vous avez voulu, de considérer que l'autre l'a fait aussi, pouvait aussi venir de vous. Ce n'est pas par la force, mais c'est par la bonne foi. Et préserver de bonnes relations par après. Ah oui, que diplomatiquement, je ne dis pas que la diplomatie est la voie exclusive pour trouver des solutions en RDC, mais c'est une des voies qui amène à avoir des solutions sans trop casser, sans trop déplorer, sans trop de dégâts. C'est la possibilité qu'offrent les États à coopérer et à gagner à avoir des solutions pacifiques qui ne mènent pas seulement à des destructions, à des dégâts. Mais je ne peux pas, comme je suis entré je me prévois être un diplomate, je suis diplomate, je fais la diplomatie de la jeunesse, que je vais vanter que ce soit celle de la diplomatie qui serait la plus meilleure option. Non, il y a les options telles que, je prends l'exemple de la RDC qui est partie à des questions sur la paix, à 3 options. Il est parti avec l'option politique. Elle est partie plutôt, la RDC, avec l'option politique, l'option diplomatique et l'option militaire.
Les deux autres options sont efficaces, mais il faut évaluer le niveau des dégâts et des conséquences qui peuvent venir de l'autre option. Et je dirais que nous qui sommes de ceux-là qui prônent le dialogue entre les générations, entre les États, entre les partenaires, nous privilégierons aussi la diplomatie parce que c'est des voies qui amènent à des relations pacifiques, à des solutions pacifiques qui n'apportent pas plus de ces conséquences sur la vie humaine et la destruction même de l'environnement, sur le plan économique, parce que vous imaginez combien de fois la guerre ravage même l'économie, la guerre ravage même l'environnement avec tout ce qui va avec, mais les échanges entre les hommes ne peuvent ravager que l'énergie, l'intelligence, mais pas la destruction des patrimoines humains. Eh ben, c'est d'abord, tout le monde va vers une carrière. Derrière ça, il y a toujours un intérêt. Il faut que la jeunesse évalue elle-même qu'est-ce qu'il y a de l'intérêt dans la diplomatie et de mieux qu'ils pouvaient gagner dans la politique. Donc, si dans ma profession, mon intérêt sera bien défendu. Dans ma profession, j'arriverai à obtenir ce que je veux. Dans ce que je fais, je gagnerai. Dans tout ce qu'on peut faire en termes de profession, en termes de carrière, il y a toujours le besoin d'intérêt matériel de l'homme dedans. Donc, si dans la diplomatie on gagne, il faut s'intéresser. Mais j'encouragerai la jeunesse qui comprend que la diplomatie est aussi une des meilleures voies pour faire profession, pour obtenir, faire passer le message, tout ça, de s'en intéresser plus. Et par là, on comprendra qu'est-ce qu'il y a de mieux avec la diplomatie qu'en politique. Je ne dis pas que la politique aussi est mauvaise, tout marche de pair. Il suffit d'arriver à obtenir ou à défendre un intérêt quelconque. Mais si s'intéresse à la diplomatie actuellement, c'est bon. Et c'est bon. Nous tous, nous sommes là, nous continuons à apprendre dans la diplomatie. Et ma vision est de créer un jour un grand cadre de la diplomatie de la jeunesse qui influence l'opinion, qui amène à faire passer les questions des jeunes en priorité sans pour autant être politique. Et la politique pourra venir juste par complément à ce que nous faisons déjà comme la jeunesse diplomatique dans nos actions, dans nos engagements sur terrain. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu là où les gens de bon sens, les gens intelligents, les gens matures, qui aspirent à la maturité quelconque, se mettre en place et discuter sur une question et qui n'arrivent pas à trouver de solution. Les accords qui surgissent des négociations diplomatiques, ce sont des accords qui ne sont pas de la Bible. Si vous allez à un ballet diplomatique aujourd'hui, vous n'arrivez pas à trouver gain de cause, vous pouvez passer par d'autres techniques pour obtenir ce que vous avez. Et la communauté internationale est là pour juste réglementer les intérêts entre les États, définir clairement cette interdépendance entre les États. Et dans cela, il y a toujours des pacificateurs qui sont là, les médiateurs qui sont là, les institutions comme nous avons actuellement, les organisations régionales, sous-régionales, qui jouent à ces bons offices, qui amènent directement à un moment à trouver toujours une solution. Il y a aussi le choix pour d'autres États, pour la RDC, à poursuivre avec les autres options qui sont politiques et militaires, pas nécessairement pour la politique. Il y a plusieurs méthodes de la diplomatie. Il y en a certains qui négocient en agissant sur le terrain, qui négocient et qui se battent. Il y a d'autres qui disent non, ce sont les faits et discutons carrément. Et il y a d'autres qui disent non, il faut la pression politique aussi sur le terrain. Donc, chacune des parties prenantes dans des négociations diplomatiques a ses méthodes pour mettre la pression sur l'autre et obtenir ce qu'il veut exactement.
Je suis un défenseur des droits de l'homme. Parmi les droits à l'expression et aux manifestations fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Et ne pas encourager cela, ça serait prêcher contre les principes d'universalité des droits pour tout le monde. Et si les gens ont l'aptitude de réclamer leurs droits en France, c'est la même façon qu'ici en RDC, les gens en ont aussi. Mais nous ne devons pas seulement encourager la violence. Et tout le monde qui réclame son droit, tel qu'il est, il lui est reconnu, il doit le réclamer dans la pacification. Il faut le réclamer de manière non violente et le faire bien. S'apprendre à la MONUSCO dans de telles situations qui est la nôtre, comme nous, Congolais, parfois c'est tromper de l'ennemi. Nous avons, je l'ai déploré carrément, les interventions de personnalités politiques qui tout le monde connaît, de qui est parti les appels sur les protestations contre la MONUSCO. C'était irresponsable. Les institutions, la RDC qui a invité la MONUSCO, la RDC sait par quelles mesures, quels sont les mécanismes pour faire partir une organisation d'observation de mission des Nations Unies comme la MONUSCO. Et j'apprendrai même qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour les retraits progressifs. Et aussi, la MONUSCO vient en appui sur le processus de paix en RDC. La sécurisation de l'intégrité territoriale de la population et de leurs biens, c'est d'abord la première mission régalienne de notre pays, de notre gouvernement. Et s'il fallait s'apprendre directement à la MONUSCO, c'est bon, ils sont partie prenante, mais la première responsabilité revient d'abord à notre État. Et par la suite, on pourrait interpeller aussi la MONUSCO de savoir comment est-ce que vous êtes venu en appui à notre État, mais il y a toujours des échecs sur terrain. Et il y a des moyens plus pacifiques de le faire. Mais moi, j'ai déploré qu'il y ait certaines personnalités, pour se faire de la notoriété politique, ils commencent par s'abattre à la MONUSCO, comme qui dirait l'arbre le plus court dans une plantation, que tout le monde pouvait partir. Peut-être c'est ce qu'on a considéré la MONUSCO. Donc, on ne peut pas encourager la violence. Revendiquons dans la non-violence, c'est le seul moyen que nous avons pour obtenir ce que nous avons. La violence n'engendre que de la violence et je n'ai pas dit ici un moment qu'un diplomate serait un homme violent. C'est la pacification. L'État congolais fait lui-même partie des Nations Unies. Et la MONUSCO telle qu'il est là, c'est aussi une partie de l'État congolais. Parce que c'est une mission des Nations Unies. C'est une mission dont la RDC est aussi responsable. Et le faire partir, oui, mais pas de manière cavalière, pas de manière irrespectueuse. Il y a des mécanismes de procédure. La MONUSCO ici, le mandat de la MONUSCO est renouvelé chaque année. Chaque année, ils ont un mandat une année renouvelable. Donc, c'est à la diplomatie congolaise de consulter ses amis pour que, lors peut-être s'ils veulent un départ brusque, c'est au gouvernement congolais de consulter leurs amis au niveau des assemblées générales ou des conseils de sécurité, de leur convaincre vraiment de la nécessité d'un départ brusque de la MONUSCO. Dans le cas contraire, il y a des résolutions qui sont là, qui définissent clairement le processus de retrait. Et c'est en application à ces résolutions même que le gouvernement et la MONUSCO sont actuellement sur table pour définir progressivement le retrait de cette MONUSCO-là. Mais aussi, on ne peut pas seulement faire partir la MONUSCO parce qu'on veut qu'elle parte, oui, bien sûr, mais l'alternative après le départ de la MONUSCO, c'est quoi? Question mark. Parce que la MONUSCO contribue efficacement sur le terrain aussi pour la neutralisation de forces et groupes armés. Nous avons toujours entendu, on parle que notre armée a des difficultés, le gouvernement n'a pas assez de moyens, il est soutenu par la MONUSCO. Mais quand la MONUSCO partira, qui va prendre sa place? La MONUSCO n'a pas seulement des avantages militaires qu'ils ont aidé à notre pays, il y a des avantages socio-économiques. Il y a tout ça, des alternatives. Je fais confiance à notre gouvernement et il est responsable. J'espère qu'en attendant que la population et le gouvernement se mettent sur la ligne de départ de la MONUSCO,
il y a aussi des réflexions sur les alternatives après la MONUSCO, parce que quoi qu'on dise de la MONUSCO, ce n'est pas aussi un bon à rien. Moi, au moment de la fin, c'est parti, je dois partir des manifestations qui s'observent, je dirais carrément chez moi, à Goma. Les jeunes, tous qui sont en rue, qui revendiquent, ce sont les amis, les frères, les sœurs, les familiers, tout ça. Je leur demande, comme je l'ai toujours fait, au calme, d'être informés des mécanismes appropriés pour faire partir une mission des Nations Unies dans notre pays, de faire en sorte que des manifestations telles qu'ils ils le font bien, leur voix est entendue partout, mais justement d'inviter la violence dans ce qu'ils font. C'est mon plus grand message. Je les remercie pour ce qu'ils font. Je compatis avec les familles qui ont perdu le leur. Je compatis aussi à la mission des Nations Unies qui ont perdu des contingents sur le terrain avec les récentes manifestations. Je compatis aussi avec les familles qui ont perdu les 4 personnes hier même à Uvira, des suites d'un câble électrique qui a électrocuté le manifestant. Et ce sont des incidents qui arrivent. Bon, on déplore ce qui est arrivé. Les jeunes doivent se concentrer à l'essentiel et de proposer aussi des pistes de solutions qui peuvent aider l'État congolais à réfléchir sur l'alternative après MONUSCO en RDC. C'est ça les mots, et bientôt nous continuerons toujours à faire des échanges tels qu'on les fait, nos dialogues, pour définir des voies, des cadres clairs par lesquels les jeunes pourront faire passer leur message aux gouvernés, aux aînés et aux décideurs. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège qui s'est apaisanti autour du thème de l'implication de la jeunesse dans la diplomatie congolaise. J'ai été heureuse de vous faire découvrir M. Smith Etumba, qui est coordonnateur du dialogue intergénérationnel et il est défenseur de la charte de la jeunesse de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Suivez cette émission en continu sur la RTGA et sur tous les réseaux sociaux. Je dis merci à toute mon équipe technique et à mon équipe rédactionnelle. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.